Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler encore de livres évidemment, mais pour vous faire une update lecture sur les derniers livres que j'ai lus. Donc j'en ai 4 à vous présenter et sans plus attendre, commençons cette update lecture. Le premier que j'ai à vous présenter, il s'agit de We Should All Be Feminists de Chimamanda Ngozi Adichie, qui est un essai sur le féminisme. Tout simplement, il est très court, il fait seulement 50 pages et c'est un discours que Chimamanda Ngozi Adichie, qui est une auteure nigériane mais qui vit maintenant aux États-Unis, a fait. Elle a été invitée à parler du féminisme et de la condition des femmes dans les pays d'Afrique. Je pense que c'est une très bonne introduction au féminisme. Elle dit des choses très vraies sur l'éducation des jeunes filles et aussi sur le féminisme. Elle donne une définition claire et précise, et surtout ce livre vous dit mais n'ayez pas peur du féminisme, parce qu'elle parle d'un ton très drôle, très amusé de ce qu'on lui a dit sur le féminisme quand elle était jeune, à savoir que si elle était féministe, son mariage ne réussirait pas, à savoir que si elle était féministe, elle serait tout le temps malheureuse, et c'est très drôle parce que non parce qu'elle est féministe, mais c'est une féministe heureuse, et on a le droit d'être féminine en étant féministe. Et c'est juste se battre pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Ce que j'ai aimé, c'est ce que ça disait aussi sur l'éducation. C'est-à-dire que plutôt que d'apprendre aux garçons à respecter les femmes, eh ben on apprend aux femmes à avoir honte, à faire tout pour ne pas être remarquées, à faire tout pour ne pas chercher les hommes, chercher le viol, etc. Et ça, c'est quand même quelque chose à laquelle il faut penser dans notre société actuelle. C'est quelque chose qui ne devrait plus exister au XXIe siècle pour moi. Et c'est pour ça que je trouve que ce très court essai est à mettre entre les mains de tout le monde. Si vous voulez le lire en anglais, il est très facile d'accès. Il y a des phrases assez courtes et assez percutantes. En tout cas, moi j'ai adoré et je le recommande à 200%. J'ai ensuite lu Asking for It de Louise O'Neill, qui est l'histoire d'Emma qui malheureusement va se faire violer un soir dans une soirée en fait par 4 garçons pendant qu'elle est inconsciente et qui vont filmer tout ça. Et je pense que ce livre peut être découpé en 3 parties. Première partie, les 100 premières pages à peu près avant qu'Emma se fasse violer. Ensuite les 100 pages d'après, le viol et le lendemain du viol. Et la dernière partie, c'est une partie beaucoup plus calme où on suit Emma un an plus tard dans le procès en fait. J'ai trouvé que c'était très intéressant le personnage d'Emma, qui est un personnage totalement imbuvable pour moi au début. Elle n'est pas présentée comme la jeune vierge qui vraiment ne va jamais dans les soirées, qui là malencontreusement est tombée sur des horribles garçons, des pervers qui l'attendaient au coin d'une rue. Non, malheureusement, Emma est tellement dans cette culture du viol que même quand une de ses amies vient lui dire, essaie de lui expliquer qu'elle a été violée, Emma ne comprend pas et Emma lui dit des choses mais comme ah mais tu sais, si tu l'accuses de viol, bah après tu pourras plus aller aux soirées. Et toi tu te dis mais vos priorités dans la vie. Et donc le premier tiers du bouquin, j'ai eu beaucoup de mal avec Emma, qui est vraiment quelqu'un pas de méchant, mais à certains moments oui, qui est quelqu'un qui se sent mal dans sa peau aussi, qui essaye de faire croire des choses. Par exemple, leur grand jeu avec ses amis, c'est de dire « Oh, je me suis tapé ce mec là, etc. » alors que c'est peut-être pas vrai, mais en tout cas, elle a une réputation, elle fait croire qu'elle est une fille qui couche avec beaucoup de garçons, etc. Et ça va lui porter préjudice pour le reste du livre et de sa vie. On a beaucoup de choses aussi sur l'apparence, sur les vêtements qu'elle porte, est-ce que ça fait d'elle une pute, etc. J'emploie des mots forts, mais c'est vraiment les mots qui sont employés dans Asking for It, parce qu'il n'y a pas de politiquement correct, c'est vraiment décrit, c'est cru. Voilà, c'est ce que pense cette fille, c'est ce que pensent ses amis, c'est ce que pensent ses parents, ses proches. On ne nous met pas dans une bonne position pour aimer le personnage principal, mais pourtant, quand il lui arrive ce viol qui est horrible et qui est décrit avec tous les mots possibles et inimaginables, je peux vous dire qu'il n'y a rien qui est caché dans ce livre.
quand ça arrive, on ne peut pas s'empêcher de trouver ça horrible et d'avoir de la compassion, de la pitié pour Emma qui pourtant, 2 pages avant, était un personnage tellement détestable. Et c'est ça aussi la force de ce livre, la force que Louise O'Neill a mis dedans, c'est que même si le personnage principal n'est pas quelqu'un qui de base nous donnerait envie d'aller la secourir, et ben pourtant on n'a qu'une envie, c'est de traverser les mots et d'empêcher ce qui est en train d'arriver, qui est un acte infâme, abominable, et que rien jamais ne justifiera. Et je crois que ce qui est aussi horrible, évidemment l'acte en lui-même est horrible, mais pour Emma ce n'est pas ça qui est le plus horrible puisqu'elle ne s'en souvient pas, puisqu'elle était inconsciente, droguée, elle avait trop bu, etc. Elle le voit sur le film qu'ils ont mis sur Facebook, mais elle ne s'en souvient pas dans son corps. Ce qui est horrible, le plus horrible je pense pour elle, c'est les réactions de ses proches, les réactions des gens du lycée qui la traitent, etc., qui ne veulent plus lui parler et qui sont eux persuadés qu'elle l'a cherché. Asking for it, c'est le titre de l'œuvre et c'est ça que les gens se demandent et que les gens se disent, c'est qu'elle l'a bien cherché, c'est qu'elle a couché avec tous ces garçons dans toutes ces soirées et que, et ben là, maintenant qu'elle dit que non, elle n'était pas consentante, et bien personne n'est là pour la croire. Personne ne peut passer au-dessus de la réputation qu'elle s'est forgée. Il y a 3 personnes qui essayent vraiment de l'aider, à savoir un de ses amis d'enfance, son frère et la conseillère du lycée. Et cette conseillère, j'étais en train de lire le livre et j'envoyais des messages à Pauline en même temps tellement j'étais touchée. Et Pauline du compte Bookstagram Marque-Page qui m'a fortement encouragée à lire ce livre. Et je lui disais mais c'est pas possible, mais pourquoi personne la croit, pourquoi tout le monde pense ça? Et la conseillère du lycée est la seule vraiment à poser des mots sur ce qui lui arrivait, à lui dire c'est un viol. C'est voilà, vous n'étiez pas consentante, vous n'étiez même pas consciente, vous ne pouviez pas donner votre consentement. Et le 3e tiers du livre, c'est vraiment beaucoup plus calme, c'est un an après. On voit comment la plainte de viol a affecté Emma, a affecté sa vie, sa scolarité, sa vie sociale, sa famille. Ce qui est criant, c'est que son frère et son ami Connor sont là pour la soutenir. Et ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a aucune femme pour la soutenir. Parce que là, ce qui m'a paru énorme, c'est que un abus sexuel, un viol, ça arrive à beaucoup de femmes, que ce soit dans ce livre ou dans la réalité. Beaucoup de femmes ont déjà malheureusement eu cette expérience horrible et douloureuse. Et là, il n'y a personne pour l'aider, aucune femme. Les femmes, la plupart des femmes dans ce livre sont du côté des violeurs. Il y a même les filles du lycée qui portent des t-shirts avec marqué Tim et le prénom de la personne du violeur. Et c'est quelque chose mais qui vous rend malade. Je pense qu'il n'y avait pas de bonne solution. Je ne pense qu'il n'y a pas de bonne solution quant à la fin, que je ne dévoilerai pas, mais procès, pas procès, quand on voit que une femme seulement sur 20 porte plainte pour viol parce qu'il n'y a pas assez de preuves, parce que elle a peur d'être jugée. Et je trouve que ce livre montre bien ce qui peut arriver soit quand on ne porte pas plainte, comme l'ami d'Emma, soit quand on porte plainte comme Emma, et que dans les 2 cas ce n'est pas une bonne solution et c'est toujours douloureux et c'est toujours horrible et à la fin on ne sait même pas si les violeurs vont être comment dire, incriminés, puisque tout le monde dans la ville où ils vivent se borne à dire c'était des gentils garçons et ça a dérapé. Et je me dis mais comment on peut encore penser ça dans cette ville au 21e siècle? Ça aussi que montre ce livre, c'est qu'ils n'étaient pas le mal incarné, ils étaient juste des adolescents, des garçons, des bons garçons de bonne famille qui avaient des bonnes notes à l'école, et qu'en fait l'habit ne fait pas le moine et que c'est pour ça qu'il y a sûrement un problème, un véritable problème d'éducation. Puis triste que ce genre d'attaque soit encore banalisé, et le mot de l'auteur à la fin est très important parce qu'elle dit qu'elle ne veut plus vivre dans un monde où le viol est banalisé, et elle veut vivre dans un monde où le viol est rare et où les violeurs sont punis par la loi. Et ça, c'était le mot de la fin qui était vraiment très important, qui a ajouté une touche finale à ce livre, qui est pour ma part, je pense, extraordinaire, qui décrit tellement bien le ressenti des victimes de viol. J'ai eu une boule dans la gorge pendant tout le livre. C'est pas un livre tire-larme, c'est un livre qui va vous faire réfléchir. Et je pense que ça va être entre les mains de tout le monde, même si les scènes de viol sont très crues,
c'est quelque chose que les gens doivent lire, que les gens doivent savoir pour arrêter d'incriminer les victimes de viol ou d'abus sexuels. Et en barre d'infos, je vous listerai la vidéo d'Opaline à ce sujet, qui est aussi une très bonne vidéo que j'ai beaucoup aimée. Et je vous mettrai la vidéo sur le consentement que j'avais trouvé il y a quelques années, consentement qui était comparé à une tasse de thé. Les gens disant, écoutez, tu vas avoir un ami, tu lui demandes une tasse de thé, il te fait une tasse de thé, tu commences à porter la tasse de thé à tes lèvres et tu te dis non, j'ai plus envie de boire du thé, donc tu reposes ta tasse de thé. Est-ce que ton ami, est-ce que la personne avec qui tu bois du thé va te forcer à boire le thé, va te le mettre dans ta gorge, va t'obliger à ouvrir la bouche pour que tu boives ce thé? Non, bien sûr que non. Bien sûr, il va peut-être être embêté d'avoir fait du thé exprès pour toi et que tu ne le boives pas, mais personne n'aurait jamais l'idée de forcer quelqu'un à boire du thé. Et bien, faites l'analogie avec le sexe et là, tout d'un coup, ça devient très intéressant. Je dois vous dire qu'après ce livre, j'avais besoin d'un livre un peu doudou, d'un livre que je savais que j'aimerais du plus profond de mon cœur, et j'ai choisi de lire Fangirl de Rainbow Rowell, et j'ai bien fait, puisque c'est aussi un coup de cœur. Oui, j'avais oublié de le dire, Asking for It, un coup de cœur absolu. Fangirl, un coup de cœur absolu. C'est l'histoire de Kat qui écrit des fanfictions, qui est assez introvertie et qui va à la fac pour sa première année. Seulement sa sœur jumelle ne veut pas partager une chambre avec elle et elle va devoir parler à d'autres personnes, aller à des cours et en gros rentrer dans le bain des études supérieures comme ça, voilà, tout en continuant à écrire fanfiction sur Simon Snow qui est sa passion absolue. Et évidemment j'ai adoré ce bouquin tout simplement parce que moi aussi j'ai écrit des fanfictions et je compte en écrire encore. Et c'est un univers dont on ne parlait presque jamais dans les livres autres que Fangirl. Et ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est qu'elle est fan de Simon Snow comme moi. Je suis fan d'Harry Potter. C'est vraiment un parallèle qu'on peut faire. Et donc je me suis retrouvée beaucoup en elle, j'ai eu beaucoup d'affection pour elle. J'avais envie d'être son amie, envie d'être là avec elle. L'histoire m'a émue parce que j'admire sa force de caractère, la force qu'il lui faut pour aider son père qui est dépressif, aider sa sœur qui fait n'importe quoi pendant sa première année de fac. Je trouve que c'est un bel hommage au monde des fanfictions, au monde des fangirls. J'ai trouvé ça envoûtant, j'ai trouvé ça réconfortant de savoir qu'il y avait des personnes comme Kat encore dans ce monde et de savoir que je n'étais pas la seule à adorer les fanfictions aussi, et ça m'a clairement donné envie de me remettre à écrire des fanfictions. Et le dernier livre que je veux vous présenter, c'est en direct rapport avec celui que je vous ai présenté juste avant. Il s'agit de Carry On de Rainbow Rowell, qui est la fanfiction que Kat est censée avoir écrit dans Fangirl. Donc l'histoire de la dernière année de Simon Snow à l'école de magie dans laquelle il est. Seulement tout ne se passe pas comme prévu, son colocataire qui est aussi un vampire, Baz, a disparu. Sa petite amie lui fait la tête et il y a des problèmes avec le grand méchant qui s'appelle le Humdrum. Je dois avouer que j'ai été assez déroutée par les 180 premières pages parce que je ne comprenais absolument rien. Le problème, quand on commence un 7ème tome, comme ça, un 8ème tome, c'est qu'on n'a pas eu les 7 premiers tomes pour comprendre qui sont les personnages, leurs relations, pour être plongé dans l'univers, les sorts par exemple. Je ne comprenais rien aux sorts et au début j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire. Et pareil, je me disais mais le Humdrum, ah qu'est-ce que c'est stupide comme nom, etc. Donc j'ai eu beaucoup de mal avec les 180 premières pages. Honnêtement, j'ai été assez déroutée, je n'accrochais pas tant que ça alors que j'avais adoré les passages de fanfiction dans Fangirl. Mais ce qui change tout, c'est quand Baz revient. Et Baz, c'est un petit peu le Draco du monde de Simon Snow. Et j'ai juste envie de dire des magiciens gays. Qui a eu cette idée géniale, sublimissime, fantastique, merveilleuse, parce que j'attendais ça depuis tellement longtemps. Merci mon dieu, merci Rainbow Rowell. Je n'ai pas réussi dans les 180 premières pages à m'attacher à Simon. J'ai beaucoup aimé Pénélope qui me rappelait beaucoup Hermione, effectivement. Mais les autres personnages, j'avais beaucoup de mal. Et quand Baz arrive, je trouve que le ton est donné. Et on a aussi le point de vue de Baz qui est amoureux de Simon. Et ça nous aide
à l'aimer parce que vous savez qu'il n'y a rien de mieux que de se voir par les yeux de quelqu'un qui nous aime. Et donc là on voit Simon par les yeux de quelqu'un qui est amoureux de lui et donc on lui trouve beaucoup plus de qualité tout d'un coup. Juste après, quand Baz arrive, le ton est donné puisqu'il y a des punchlines, il y a de la romance, il y a les actions qui s'enchaînent, c'est vraiment super rythmé après, très dynamique et ça m'a emporté complètement. Simon et Baz sont donc un de mes couples préférés de YA, c'est officiel, c'est un truc de fou. Je les ai adorés, j'ai trouvé qu'ils allaient très bien ensemble, je trouvais que la romance était très bien menée, comme souvent dans les romans de Rainbow Rowell. Et là il y aura un petit spoil sur voilà, la fin, etc. et sur des réflexions que je pense qui pourraient vous dérouter si vous n'avez pas lu le livre, donc je mets ma main, vous le savez bien, pour le spoil. Et donc on peut se dire quand même que c'est un bouquin, une histoire complète, une saga qui a commencé parce qu'un jeune homme trop arrogant a essayé de déclencher une prophétie. Et ça c'est assez intéressant parce que on peut faire le parallèle avec Voldemort qui, en entendant la prophétie et en agissant par rapport à la prophétie, a aussi déclenché la prophétie parce que et s'est choisi lui-même un ennemi. Et c'est assez intéressant. Et le fait que Simon et le Humdrum soient la même personne, que quand Simon explose de magie, il aspire la magie et qu'il crée le Humdrum qui n'est fait que de vide, j'ai trouvé que ça pouvait être aussi un parallèle à faire en disant que peut-être que des fois nous sommes notre pire ennemi et que faire la paix avec soi-même est la seule manière d'être en paix avec soi-même. Et quand Simon embrasse sa dualité, embrasse le fait qu'il est aussi le Humdrum, qu'il n'est pas seulement l'élu mais qu'il est le bourreau aussi, et bien j'ai trouvé ça super intéressant qu'ils soient à nouveau réunis et qu'ils réunissent les pièces du puzzle, de son puzzle personnel. Et enfin ce que je voulais dire, c'est que je trouve que Rainbow Rowell a été très audacieuse dans ce livre et en sortant le 8e tome d'une saga qui est censée en compter 7. Parce que pour moi ce n'était pas donné directement que ça puisse marcher, et pour moi ça a tout à fait marché. Et alors qu'au début je n'étais pas du tout convaincue, ça s'est transformé en coup de cœur et ça je ne m'y attendais pas du tout. Donc oui, vous avez bien entendu, j'ai eu 3 coups de cœur d'affilée. Voilà, vous savez donc tout de mes dernières lectures, mes merveilleuses dernières lectures qui étaient pour certaines poignantes, pour d'autres réconfortantes et émouvantes, mais dans tous les cas qui m'ont fait voyager et qui étaient absolument fantastiques. En attendant une prochaine vidéo, amusez-vous avec vos lectures, lisez bien et bisous.